Ah, le droit romain, on parle de l'un des plus grands systèmes juridiques de l'histoire, hein. Un système tellement puissant qu'il a connu une seconde vie, une véritable renaissance au Moyen Âge, et il est devenu la base du droit pour une bonne partie de l'Europe. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ce pilier de nos systèmes juridiques modernes a vu le jour. Alors, comment on va s'y prendre? On va suivre un parcours en 4 grandes étapes. D'abord, on verra le conflit social qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on découvrira comment le droit est devenu une science à part entière. Puis, on regardera de plus près comment les Romains fabriquaient concrètement leurs lois. Et pour finir, on s'arrêtera sur les grands recueils de lois qui ont survécu jusqu'à nous. Allez, on plonge dedans. Pour vraiment comprendre la naissance du droit romain, il ne faut pas commencer par une loi, non. Il faut commencer par un conflit, une fracture profonde au cœur même de la société romaine. Juste, imaginez un peu la situation. Que se passerait-il si les règles qui organisent la vie de tous les jours étaient gardées secrètes, connues seulement par une toute petite élite? Eh bien, c'était exactement le problème auquel la jeune société romaine était confrontée. Pour bien comprendre, il faut voir qu'il y avait deux camps. D'un côté, les patriciens, l'élite, qui tenaient les rênes. Ils avaient le monopole du savoir juridique, un savoir qui était interprété par des prêtres, les pontifes, qui venaient bien sûr de leur rang. Et de l'autre côté, on avait les plébéiens, c'est-à-dire le peuple, qui devait obéir à des lois qu'ils ne pouvaient ni lire ni même connaître. Forcément, cette injustice a fini par exploser en une crise sociale majeure. Et la solution, pour l'époque, elle est radicale. Les plébéiens ont exigé que la loi soit écrite et affichée pour que tout le monde puisse la voir. C'est comme ça qu'est née la fameuse loi des 12 tables, vers 450 avant notre ère. Pour la première fois, le secret était levé. C'est une véritable révolution. Ok, donc on a une loi. Mais en fait, cette lutte a eu une conséquence bien plus profonde. Elle a complètement changé la façon de penser le droit lui-même. Et c'est là qu'est la grande innovation romaine. Ils ont été parmi les premiers à traiter le droit comme une discipline autonome. Avant eux, par exemple, dans le Code d'Hammurabi, la loi et la religion étaient complètement mélangées. Les Romains, eux, vont petit à petit séparer les deux. Ils vont faire du droit un système rationnel, une construction humaine, et non plus une simple expression de la volonté des dieux. Et attention, hein, cette idée-là, elle n'est pas sortie de nulle part. Comme on le voit sur cette frise, elle s'est développée sur une période de temps absolument immense. Elle a mûri tout au long de l'histoire romaine, de la royauté à la République, puis pendant le gigantesque empire, et elle a même survécu à la chute de l'Empire d'Occident. Et de cette nouvelle approche est née ce qu'on appelle la jurisprudentia, littéralement la science du droit. Des experts, les jurisconsultes, se sont mis à étudier, à interpréter, à commenter les textes de loi pour en tirer des principes généraux. En gros, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine, le travail de réflexion des grands professeurs de droit. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, la question, c'est le comment. Comment les Romains ont-ils concrètement fabriqué leurs lois pendant tous ces siècles? En fait, il faut s'imaginer une sorte de boîte à outils juridique. Le droit romain ne venait pas d'une seule source. Au départ, il y avait la coutume, les vieilles règles non écrites. Puis sont venues les lois, les leges, votées par les assemblées du peuple. Ensuite, un outil essentiel, l'édit du préteur, qui permettait de moderniser le droit chaque année. Et enfin, à l'époque impériale, la source principale est devenue la parole de l'empereur lui-même, à travers les constitutions impériales. Et dans cette boîte à outils, il y a une figure absolument centrale, le préteur. Ce magistrat était bien plus qu'un simple juge. C'était un véritable moteur d'innovation. Chaque année, il publiait un édit dans lequel il pouvait créer de nouvelles solutions juridiques, de nouvelles actions en justice, pour adapter le droit ancien, parfois très rigide, aux nouveaux besoins de la société. C'est lui qui gardait le droit vivant et pertinent. Pour se rendre compte du chemin parcouru, il suffit de regarder les procédures judiciaires. Au tout début, un procès, c'était presque un rituel magique. Il fallait prononcer des formules sacrées au mot près, faire des gestes très précis, la moindre petite erreur dans le formalisme, et c'était terminé, le procès était perdu, même si on avait raison sur le fond de l'affaire. Et puis, avec le temps, on assiste à un virage à 180 degrés. Ce formalisme extrême disparaît au profit d'un système bien plus organisé, bien plus rationnel. Le but n'est plus de réussir un rituel, mais bien de trouver une solution logique et juste au problème. On voit bien ici le passage d'une pensée magique à une pensée juridique structurée. Et tout ce travail et toute cette évolution sur des siècles, ça va culminer dans quelque chose de monumental. La création de grands recueils juridiques, de véritables codes qui vont compiler et préserver tout ce savoir pour les siècles à venir.
Ce tableau, il résume parfaitement ce long chemin. Ça part de la loi des 12 tables, le moment où le droit devient public. Bien plus tard, au 5e siècle, on a une première grande compilation officielle avec le code théodosien. Et le point d'orgue, l'aboutissement de tout ça, c'est le fameux Corpus Juris Civilis. Alors là, on arrive au poids lourd, la superstar de l'histoire, le Corpus Juris Civilis. Il a été commandé par l'empereur Justinien à Byzance bien après la chute de Rome. C'était un projet titanesque, compiler, trier et organiser un millénaire de droit romain. Le résultat était tellement complet, tellement bien fait, que lorsque ces textes ont été redécouverts en Europe au XIIe siècle, ça a provoqué une explosion, une véritable renaissance juridique qui a façonné le droit de tout le continent. Ce qui est assez fou, finalement, c'est de se dire que tout ce système, tout cet édifice si logique, si puissant, qui influence encore nos lois aujourd'hui, eh bien, tout est parti d'une lutte sociale, d'une exigence de justice et de transparence entre une élite qui gardait le savoir et un peuple qui réclamait son droit au droit.